Bienvenue sur notre page Lecture paisible, suite de notre roman Les années au collège. Abonnez-vous massivement à notre page Lecture paisible, partagez aussi massivement notre vidéo afin que nous puissions être encore plus nombreux sur notre page. Comme cela, je pense que cela me donnera assez de force pour continuer nos séances de lecture. Chapitre 5, vive les vacances. Après 9 mois de cours intenses, enfin des vacances bien méritées. Ces longs moments de repos étaient diversement mis à profit par les élèves. Certains se rendaient dans les villes où ils passaient des vacances dorées, d'autres par contre optaient pour la campagne. Awassa faisait partie de cette dernière catégorie d'élèves. À chacune de ses vacances, les choses se présentaient de la façon suivante. Aider sa grand-mère dans des travaux champêtres, participer à des compétitions socio-culturelles telles que les festivals de danse traditionnelle, les tournois de football ou tout simplement de longues parties de pêche dans les rivières poissonneuses. Les fruits de ces journées de pêche étaient soigneusement épargnés par sa grand-mère en prévision de la rentrée scolaire. La plantation de cacao de grand-père était devenue vieille et donc très peu productive. Il ne pouvait donc rien en attendre. De tous ces passe-temps, surveiller la rizière de grand-mère pour éviter que les oiseaux ne la détruisent était le plus passionnant pour le jeune vacancier. Awassa se rendrait très tôt les matins au champ et n'en revenait que tard le soir. Il s'asseyait sur une termitière ou un grossier mirador branlant, surplombant légèrement les épis de riz. Ce poste d'observation et de guette permettait d'avoir une vue panoramique sur toute la rizière afin d'empêcher les oiseaux de s'attaquer aux épis de riz mûrs qui attendaient d'être moissonnés. Il faisait des bruits assourdissants, leur jetait des pierres ou actionnait des épouvantails ingénieusement conçus avec des morceaux de large bande d'un vieux tissu ou même de plastique. Ce n'était pas une œuvre de tout repos, mais il arrivait qu'il s'ennuie profondément lorsque ces oiseaux, las d'allées et venues infructueuses, s'éloignaient pour se rendre dans des zones où les propriétaires étaient moins vigilants. Alors le jeune collégien profitait de cette trêve pour lire un bon livre. Lorsque le riz arrivait enfin à maturation, il y avait davantage de gaieté, car la moisson qui s'en suivait mettait généralement un thème à une famine relative. Tout le monde s'en réjouissait, même ceux qui n'avaient pu, pour diverses raisons, créer une rizière. On pouvait toujours compter sur des amis, des parents ou n'importe quel habitant. Ceux dont les champs étaient prêts pour la moisson lançaient des appels ici et là à quiconque souhaitait y participer. En retour, on repartait avec des bottes de riz paddy en guise de salaire. Cette disposition n'arrangeait pas que les indigents. Elle permettait aussi aux propriétaires de ne perdre sa récolte au cas où les grandes et longues pluies surviendraient. Il était par ailleurs courant que des jeunes gens s'organisaient pour s'entraider. À tour de rôle, ils se rendaient dans les champs de plusieurs familles respectives. Ce genre d'association regroupait plus d'une dizaine de personnes. Lorsque c'était au tour d'une famille de recevoir les membres du collectif, elle avait obligation de leur procurer la nourriture et la boisson. Aucune autre contrepartie n'était exigible si un fils de la famille faisait partie de l'association. Dans le cas contraire, on rétrocédait le tiers des bottes de riz récoltées comme salaire à chaque moissonneur. Le nouveau riz, malgré les apparences, donnait lieu à beaucoup d'efforts. Lorsqu'il était fraîchement récolté, il devait être séché plusieurs jours sous un soleil de plomb avant d'être décortiqué, à moins que l'on fût pressé de le consommer tout de suite. Dans ce cas, il fallait le déshydrater en quelques minutes avant de le décortiquer. Comment procédait-on? Il fallait d'abord égrener le riz, ensuite le renverser et le retourner plusieurs minutes de suite dans une marmite au feu. Lorsqu'au goûter, on sentait que les grains étaient devenus durs et craquants, on descendait la marmite du feu. Enfin, on étendait le contenu de la marmite dans un van ou sur toute haute surface pour le laisser refroidir. Puis, s'ensuivait la phase de décortiquage. On pilait le riz dans un mortier, puis on le vannait pour le séparer de la balle. Ces différentes étapes du processus étaient certes passionnantes, mais parfois éprouvantes quand on ne les maîtrisait pas suffisamment. Heureusement qu'Awassa avait eu la chance d'avoir tout appris de grand-mère. La récolte, l'égrenage, le séchage, le décortiquage. Normalement réservé aux femmes, Awassa
accomplissait toutes ses corvées sans gêne ni murmure, car rappelons-le, sa grand-mère n'avait que lui. Il occupait donc toutes ses vacances à faire pour elle ce que sa vigueur juvénile l'autorisait à accomplir. Rien qu'à en imaginer sa grand-mère peinant à transporter du fagot le submergeait de pitié. C'est pourquoi il lui arrivait de faire une provision en bois de chauffe de plusieurs mois avant la fin des vacances. Mais les vacances pour Awassa n'étaient pas constituées que de corvées. Elles donnaient aussi lieu à quelques moments de détente lorsque les récoltes avaient été soigneusement engrangées. On pouvait alors organiser des bals et des parties de football, voire de véritables compétitions au fond des moments de retrouvailles et de sains divertissements. C'était par ailleurs des occasions privilégiées pour beaucoup de jeunes gens de mettre en exergue leurs capacités physiques. Ainsi s'achève notre chapitre 5. Qu'avons-nous retenu? Pour ma part, ce que j'ai retenu, c'est qu'Awassa était un jeune homme vraiment très courageux qui ne lessivait sur rien pour aider sa grand-mère. Il ne murmurait jamais, comme le font nos jeunes de maintenant. Il était toujours prompt à aider cette vieille femme et il le faisait de bon cœur. Et cela, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez Awassa. Un jeune homme cultivé, en plus intelligent, cultivé, non, je ne vais pas le dire ainsi, mais je dirais plutôt intelligent, qui assurait bien l'école et qui, lorsqu'il revenait en vacances, au lieu de s'adonner à la paresse ou se coucher ou murmurer qu'on l'envoyait, il était plutôt prompt à aider sa grand-mère dans ses besognes, dans ses activités, ses travaux champêtres. Et cela est vraiment à louer. Et vous, qu'avez-vous retenu? Comme moi, qu'il était un brave garçon ou peut-être il y a une autre partie qui vous a séduit? J'en sais rien. À vous de le dire dans les commentaires. Sur ce, bye!